provisoire est mort et 8 blessés. D'une triste nouvelle à une autre, 3 députés provinciaux du Kwilu meurent noyés dans la rivière Mai-Ndombe. Ils étaient à bord d'un véhicule qui transportait 8 personnes, dont 4 élus. Vous saurez dans ce journal les explications du président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, joint au téléphone. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur la radio-télévision nationale congolaise. Il est de retour à Kinshasa après un séjour privé de 10 jours. À Bruxelles, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné la capitale congolaise ce jeudi 17 mars en fin de matinée. Le couple présidentiel a été salué par un comité restreint d'accueil constitué du Premier ministre, des présidents des deux du gouverneur de la ville de Kinshasa et du secrétaire général de l'UDPS. Le chef de l'État s'est arrêté un temps à la sortie du terminal présidentiel pour communier avec une foule de militants et sympathisants mobilisés depuis les premières heures de la journée, affectés par l'incendie qui a causé d'énormes dégâts humains et matériels la nuit de ce mercredi à Débonhomme. Le couple présidentiel s'est arrêté pour constater les dégâts et apporter le premier réconfort aux sinistrés. Ovationné à son passage, le président de la République a regagné sa résidence officielle de la cité de l'Union africaine après un check-up médical de routine à Bruxelles. Le chef de l'État reprend donc ses activités. Il va présider, comme à l'accoutumée, ce vendredi 18 mars, la réunion du Conseil des ministres. Justement, en rapport avec ce drame survenu depuis hier dans la soirée, le bilan fait état donc des morts et 8 blessés. C'est la raison de la descente du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo sur le lieu du drame. Il a rassuré à la population que la brigade se déploiera aujourd'hui pour identifier et procéder à la fermeture de tous les dépôts pirates. On l'écoute. Qui naissent comme des champignons à travers la ville. Mais il n'y a pas que Kinshasa, même au niveau de Lubumbashi. Effectivement. Toutes ces stations, on est en train de les répertorier. Parce que le ministère des Hydrocarbures, ce n'est pas lui qui donne l'autorisation de bâtir des stations. Donc on est surpris comme tout le monde. Mais on ne va pas renouveler. Surtout là où c'est très dangereux, arracher tout ce qu'on a donné comme autorisation, tout ce qu'il y a comme permis. On va arracher ça. On va faire ce travail-là et nous allons vraiment réglementer le secteur. Je pense qu'il y a des normes par rapport aux stations. Il y a des normes par rapport aux entrepôts. Mais ça, c'est quoi cette histoire? On nous dit qu'il y a une dame qui tient ici, apparemment, elle est des hydrocarbures. Elle fait le stockage, mais je pense que ça, c'est pas le stockage. Ça, c'est pas ce que nous voulons. Donc, le ministère va se porter partie civile. Il va porter plainte dès demain matin. Et il faudra appréhender cette dame-là. Il faudra qu'il puisse nous expliquer, est-ce que l'argent a plus de valeur que la vie humaine? Donc nous comptons sur vous. Dès demain, on va poser l'action avec notre conseil juridique et on va porter plainte pour pouvoir arrêter tout ça. D'où la brigade des hydrocarbures qui doit être mise en place. Elle sera mise en place très bientôt pour qu'on évite tout ça. Mais entre-temps, on va sortir une commission dans les 48 heures qui va aller fouiller tous les dépôts clandestins, que ce soit à Mariano. Je sais qu'on va me taper demain, on va lancer les pierres sur moi, on va dire n'importe quoi sur moi, mais ils vont fouiller, on va prendre tous les produits clandestins, on va enlever ça partout parce qu'il y a eu le problème à Maluku, il y a maintenant ici, on ne va pas continuer dans ça. Comme annoncé au sommaire de ce journal, sur la nationale numéro 1, au niveau du pont Mai-Ndombe, un accident est survenu par noyade d'un véhicule qui avait à son bord 8 personnes, dont 4 députés du Kwilu. Le bilan provisoire fait état des 3 morts et d'un seul député rescapé. Pour plus de détails, le président de l'Assemblée provinciale, joint au téléphone, nous en parle. La mort vient de nous frapper en plein fouet, nous l'Assemblée provinciale du Kwilu. Hier, il y a 4 députés provinciaux de notre Assemblée qui quittaient Bandundu-ville pour Kinshasa. Et ils étaient dans une Jeep qui n'était pas vraiment en bon état. Ils étaient au total au nombre de 11 passagers. Arrivé au niveau de Mai-Ndombe, pour Mai-Ndombe,
les freins de la Jeep ont cédé et ils sont tombés dans la rivière Maïndombe jusqu'au fin fond. Donc pour le moment où je vous parle, du côté des députés, il y a 3 députés qui sont portés disparus. Il y a l'honorable Nkoussou, il y a l'honorable Ifumu et il y a l'honorable Ndiba. Il n'y a qu'un seul rescapé parmi les honorables, il y a honorable Gatola Franck. Et puis il y a d'autres passagers aussi qui sont portés disparus. Pour le moment où je vous parle, je suis en route vers le lieu de l'accident pour chercher comment dépêcher les corps. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Et on prend tout de suite la direction de la Chambre haute du Parlement où le président Modeste Bahati a reçu le trophée Mandela Lumumba. Il a été choisi pour son engagement politique. Sandra Nyangui. Son engagement politique, son combat pour faire réélire le chef de l'État à la magistrature suprême aux prochaines élections prévues en 2023 et sa détermination sans faille à promouvoir la classe moyenne en République démocratique du Congo, tels sont les critères qui viennent de valoir au président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, le trophée international Mandela Lumumba. Ce prix lui a été décerné ce mercredi 16 mars 2022 par une délégation de cette organisation conduite par son président Yves Moudimbi. Nous sommes venus ici spécialement rencontrer le président du Sénat dans le cadre de lui rendre hommage, lui dire merci par rapport à son engagement politique, par rapport à son engagement pour l'émergence de la classe moyenne, mais aussi pour lui demander de travailler sans relâche pour faire passer le président en 2023, pour lui dire qu'il est l'inspiration de toute la jeunesse, qu'il est l'inspiration de toute une histoire. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, est ainsi le premier Congolais à recevoir le prestigieux prix institué par cette organisation internationale basée à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. La Fondation Mandela Lumumba. La température économique de la République démocratique du Congo passe au pain de fin au cours de la réunion de la conjoncture économique. Le programme de développement à la base des 145 territoires a figuré au Meni-Pati Tondouangou. Les conséquences néfastes de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale et particulièrement de la République démocratique du Congo, l'exécution du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo, la réunion de conjoncture économique de ce mercredi 16 mars 2022 qu'a présidé le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a noté une pression sur les prix des biens de première nécessité sur les marchés. Il a été constaté effectivement des pressions sur les prix intérieurs, notamment les produits alimentaires, les produits de première nécessité, le prix du pétrole qui va avoir un impact sur le carburant. Et donc le Premier ministre a instruit les membres du comité de conjoncture et l'ensemble des ministres sectoriels du gouvernement de bien pouvoir lui transmettre ce qu'ils considèrent comme impact dans leur secteur respectif. Le comité de conjoncture va réfléchir également sur les mesures d'atténuation. Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a instruit les ministres pour qu'un rapport lui soit fait dans chaque secteur quant à ce. Le comité de conjoncture économique a également relevé le premier décaissement pour les débuts des travaux sur terrain du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Nous avons également réfléchi sur l'exécution du programme de 145 territoires. Nous sommes, Madame la ministre des Finances nous a informé que la phase de paiement est à son terme, donc le premier décaissement ont eu lieu effectivement pour que les agences commencent les travaux sur le terrain. Nous avons également examiné les autres paramètres économiques, notamment le taux de change qui reste relativement stable, autour de 2000 francs congolais pour $1 américain pour le taux officiel et autour de 2036 francs congolais pour $1 américain pour le marché parallèle. Les réserves d'échange sont restées stables autour des 2,8 milliards de dollars américains, a conclu Christian Mwando, ministre d'État au plan.
Clôture hier à Mahagui, dans la province de l'Ituri, des travaux bipartites RDC et Soudan du Sud. Les deux parties ont porté leur regard sur les questions sanitaires, gage d'une paix durable par les deux peuples. Un communiqué final a sanctionné ces travaux. Des sièges, toutes les batteries sont mises en marche pour assurer la sécurité de la population et de ses biens. D'un côté, les opérations de traque de groupes armés et de l'autre, l'administration militaire améliore la coopération transfrontalière. Dans ce sens, la province de l'Ituri et ses districts ougandais s'engagent désormais à renforcer les relations, notamment sur les plans sécuritaires et des échanges commerciaux. Engagement pris par le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny, gouverneur de l'Ituri, et le lieutenant général Taban Amin, chef de la délégation de ces 6 districts, pour la signature d'un communiqué final de la rencontre bilatérale tenue à Arou. Les chefs de délégation ont réaffirmé les bonnes relations qui existent si heureusement entre les deux États sous l'impulsion et la vision de leurs excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et général Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda. Le général Taban Amin salue la concrétisation de la volonté de ces entités frontalières de collaborer pour leurs intérêts communs. Pour le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny, cette bipartite a ouvert la voie à une nouvelle ère de collaboration entre l'Ituri et ses 6 districts ougandais. Je reste convaincu que nous allons tous œuvrer pour l'avènement d'une nouvelle coopération transfrontalière fondée sur l'intérêt supérieur de nos deux peuples et tournée vers l'avenir. Les experts de deux parties ont passé au peigne fin les différents problèmes d'intérêt commun, avec un accent particulier sur les incidents sécuritaires, question d'assurer le bien-être des populations se trouvant de part et d'autre de la frontière, conformément à la volonté du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue ougandais, Yoweri Kaguta Museveni. En dehors de nos frontières, à New York, aux États-Unis, la République démocratique du Congo a pris part à la 66e session de la Commission de la femme. C'était une occasion pour la ministre Jean, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, de présenter la politique générale de la RDC en matière de promotion et de protection des droits des femmes. Cédric Kenina. Pays solution dans les dérèglements climatiques, la République démocratique du Congo a répondu présente à la 66e session de la Commission de la condition de la femme à New York aux États-Unis. Parmi les 173 États membres, les agences du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, la voix de la RDC a été portée par la ministre du Genre, Enfants et Famille, Gisèle Ndaya, qui a, dans sa prise de parole, salué l'évolution remarquable de la femme dans divers domaines de la vie active à l'échelle mondiale. Et l'égalité hommes et femmes doit être considérée comme un déterminant central dans la résolution des problèmes socio-économiques, a souligné la patronne du genre, faisant mention des priorités de son pays, la RDC, axée évidemment sur les développements inclusifs, une prospérité partagée, travail décent pour les femmes, l'élimination de la pauvreté, la lutte contre les violences faites aux femmes, leur présence dans les cercles de prise de décision et le tout sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Le gouvernement de mon pays a validé 10 mesures urgentes relatives à la gestion durable des ressources naturelles forestières. Au nombre de ces mesures, il convient de citer l'institutionnalisation de la taxe carbone et la création de l'autorité de régulation du marché carbone. Le gouvernement de mon pays a instruit à tous ces secteurs d'intégrer les questions sexo-spécifiques lors de l'élaboration du plan national socio-développement. Mon ministère, celui du genre, famille et enfants, dispose d'un système d'information statistique genre, qui est un mécanisme de coordination interinstitutionnelle relatif aux statistiques du genre. Dotée des ressources naturelles impressionnantes, la RDC se veut également pilier dans la promotion et protection des droits de la femme. Permettre à chaque Congolais d'avoir accès au processus électoral, tel a été l'objectif principal de cet atelier ouvert hier sur la cartographie des centres d'inscription des électeurs. Ces travaux ont été lancés par le président de la CENI, Denis Kadima.
Des observations en recommandations pour une cartographie plus équilibrée, pour une accessibilité plus accrue. Recommandation du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qui a ouvert ce mercredi 16 mars 2022 un atelier sur la cartographie opérationnelle qui devra durer 2 jours. Le président de la CENI a dit attendre des participants des contributions en vue d'avoir, au bout du compte, une cartographie beaucoup plus équilibrée. La cartographie des centres d'inscription. C'est le lieu où les gens vont se rendre pour se faire inscrire comme électeurs et comme électrices. Je déclare ouvert l'atelier d'échange sur la cartographie des centres d'inscription. Auparavant, le deuxième vice-président Didi Manara a mis en avant l'ambition clairement affichée par l'équipe de la CENI à changer la perception et l'image de l'institution. Des difficultés, des problèmes qui doivent être résolus par nous ensemble. C'est à ce titre que la CENI a fait appel à vous, ou la crème intellectuelle de notre pays. Vous serez le porte-parole de la CENI. De son côté, le secrétaire national exécutif Toto Mabikou Toto Kani a fait part à l'Assemblée des orientations de cette rencontre qualifiée de capitale en changeant de paradigme, indiquant que la CENI s'évertue à renforcer la transparence dans toutes les étapes qui conduisent jusqu'aux élections. Et dans la province du Sud-Bangui, le ministre des Ressources hydrauliques poursuit son itinérance. Arrivé à Guémena, Olivier Mwenze a visité les installations de la SNEL et de la Régie des eaux. Les détails avec Yvette Makuntima Oscar Mbalkaï. Mise en service en 1973, la centrale thermique de Guémena, province du Sud-Bangui, compte à son actif 5 groupes, dont 2 sont déclassés et les 3 restants appelés à subir une cure de jouvence. Mais en attendant, la SNEL SA, par l'entremise de son directeur général, Jean Bosco Kayombo Kayan, a acquis 2 groupes de secours avec une capacité totale de 100 kVA qui seront acheminés à Guémena avant la fin du mois de mars 2022. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng, a rassuré la population de Guémena quant au rétablissement rapide de l'énergie électrique dans cette ville. L'année dernière, nous avons octroyé un contrat de concession pour la construction d'une centrale photovoltaïque ici à Guémena. Ça fait partie du projet ESSOR qui comprenait l'électrification de 3 villes. Il s'agissait de Guémena, de Bumba et d'Issiro. Les bâtiments administratifs de la Régie des eaux Guémena, son usine Labo, compte lui aussi 4 groupes de secours dont 2 sont en service avec une puissance de 310 kVA. Selon le directeur provincial de la Régie des eaux Grand Équateur, Jean-Pierre Madila, ces groupes vont permettre à la Régie des eaux, extension de Guémena, de fournir 40 mètres cubes d'eau par jour à la population. Cette quantité ne suffisant pas pour desservir tous les ménages, depuis 2018, la Régie des eaux exploite un forage avec une pompe immergée de 54 mètres cubes jour. Ici, on a un bel ouvrage, il fonctionne bien, avec plus de 90 bornes fontaines dans la ville. Et c'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant parce que on est passé par d'autres villes et on a vu les problèmes. Mais ici, pour une fois, on est là et on sent que les choses fonctionnent. C'est tard dans la soirée que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng, a bouclé sa visite d'inspection à l'étape de Guémena, province du Sud-Bangui. Et au deuxième jour du séminaire de renforcement des capacités des membres du cabinet du chef de l'État, la parole a été accordée aux responsables des services de sécurité qui ont fourni des informations de portée générale que chaque membre du cabinet est censé d'intérioriser pour une meilleure collaboration des services. Guélin Kabaloudi, Kazokazadi. Comprendre le fonctionnement des différents services de sécurité présidentielle et leurs interactions avec les autres services de la présidence, c'est l'exercice auquel se sont livrés les responsables civils et militaires du cabinet du président de la République. Pour cette deuxième journée du séminaire, la parole a été accordée au coordonnateur de la sécurité interne Didier Baitopala ainsi qu'au commandant de la garde républicaine, le général-major Christian Chiwewe. Sans entrer dans les détails opérationnels, les responsables de sécurité présidentielle ont fourni les informations de portée générale que chaque membre de cabinet est censé intérioriser pour une meilleure collaboration des services. Sous la modération du directeur de cabinet adjoint chargé des questions économiques André Wameso,
La session s'est déroulée sous le format d'un panel. Les questions et réponses ressorties de cet échange interactif ont permis au cadre du cabinet du chef de l'État de comprendre l'importance accordée aux questions sécuritaires dans le travail au quotidien. La session va se poursuivre et se clôturer ce jeudi avec cette fois les exposés des services du protocole d'État, de l'intendance et de la logistique. Autre fait de l'actualité, bâtir une Croix-Rouge efficace, compétitive, innovante, thème retenu cette année à l'Assemblée générale ordinaire de la Croix-Rouge RDC, un forum organisé du 16 au 18 mars 2022. Joël Makela nous en parle. Après 2 rendez-vous annuels manqués suite à la pandémie de la Covid-19, la Croix-Rouge RDC, comme à l'accoutumée, a convoqué son Assemblée générale ordinaire, session 2022. Les participants à ces assises vont réfléchir autour du thème « Bâtir une Croix-Rouge efficace, compétitive, innovante et proactive ». Pour le président national de la Croix-Rouge RDC, ces travaux de 2 jours vont se pencher sur l'évaluation des activités réalisées durant toute une année au profit des plus vulnérables. Ce grand travail d'une année durant ne peut être une réussite qu'avec le concours de tous. Ainsi, nous remercions le gouvernement de la République pour leur appui et les partenaires du mouvement pour leur accompagnement sans faille dans l'exécution de différents projets. À cela s'ajoute le bilan détaillé par rapport aux objectifs fixés par la société nationale en vue de l'émergence de la Croix-Rouge dans le contexte congolais. Les initiateurs se montrent déjà optimistes quant aux résultats de ce forum. Nous osons croire que les travaux de ces assises nous permettront de trouver des solutions durables aux problèmes liés à la bonne gestion de la cause de la République démocratique du Congo. Cette Assemblée générale ordinaire 2022 bénéficie de l'appui de la Croix-Rouge internationale, d'où la présence des représentants de la France, de la Belgique, de l'Espagne et de la Suède. Et puis sachez que l'ambassadeur de France en RDC est arrivé aujourd'hui 17 mars dans la province du Lualaba. C'est sa première visite dans cette partie du pays. Il a été accueilli par la gouverneure intérimaire accompagnée de quelques membres de l'exécutif provincial. Les détails dans ce reportage. Il est arrivé au Lualaba ce mercredi 16 mars 2022 par l'aéroport national de Kolwezi. L'ambassadeur français en République démocratique du Congo a été accueilli par Madame le gouverneur intérimaire, accompagné de quelques membres de l'exécutif provincial. Le diplomate français est arrivé également au gouvernorat où il a échangé avec l'autorité provinciale en présence du ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda. La séance a été sanctionnée par une visite de différents compartiments de l'hôtel du gouvernement provincial, comme la salle de conférence et la salle de réunion. Une autre séance de travail a eu lieu dans la salle de conseil avec certains ministres sectoriels. Bruno Aubert a eu un aperçu général de la province du Lualaba fait par la gouverneure AI. Le diplomate français a apprécié à juste titre le dynamisme qui se développe au Lualaba sous le leadership de Masuka Saini. Je comprends que Kolwezi est la capitale d'une province, le Lualaba, qui est extrêmement dynamique. On connaît le rôle que joue le secteur minier, qui est aujourd'hui en pleine transformation. Et l'enjeu était pour moi d'échanger avec Madame le gouverneur, avec son équipe, de toutes les actions qui sont menées, les actions de réforme qui touchent le secteur minier, mais tous les secteurs qui sont liés aux activités, à cette activité économique, par extension, et également qui ont un impact sur la vie des populations. Donc nous avons échangé sur tous ces sujets, ça signifie beaucoup de domaines. On parlait d'infrastructures, d'éducation, de la transformation du secteur minier, des routes évidemment, et de bien d'autres sujets encore. L'ambassadeur français en RDC a également confirmé l'apport de son pays dans certains secteurs de la vie. Ce que nous pouvons apporter de concret, c'est intéresser des opérateurs économiques, intéresser des investisseurs, nouer des partenariats universitaires, j'espère, dans des secteurs de pointe, le secteur de l'ingénierie, mais d'autres secteurs qui peuvent intéresser évidemment le développement du pays. Et puis nous avons plein de sujets communs avec la République démocratique du Congo à défendre, qui sont des sujets scientifiques aussi. Je pense au changement climatique, on a à peine touché le changement climatique, mais on en parlera la prochaine fois. L'approvisionnement en métaux rares, tous ces sujets, c'est des sujets au sujet desquels nous avons
des intérêts communs à partager. Le gouverneur intérimaire du Lualaba s'est séparé de son visiteur de marque dans la soirée sur une note positive avec promesse de revenir prochainement pour évaluer ce partenariat. Pendant ce temps, de la province du Kasaï oriental, les policiers blessés par la milice qui a fait éruption dans les villages de Kasala-Kati et Luabala sont internés à l'hôpital du gouvernement. Le gouverneur intérimaire est allé au chevet de ces hommes en uniforme. Images et commentaires. Non autrement identifié en provenance de la province du Kasaï central a fait éruption dans les villages Kasala-Kati et Luabala dans le territoire de Lupatapata au Kasaï oriental. On dénombre des morts et des blessés, parmi eux des policiers. Ils ont été évacués vers Mbujimaï pour des soins appropriés. L'un d'eux parle des affres et de la provenance de cette milice. Nous avons été recommandés de descendre à Luabala et à Kasala-Kati pour une mission de pacification, là où on a blessé et tué les habitants. Cette milice qui tue le fait avec l'aval des députés du Kasaï central. Madame Jeannette Longa Moussamba, gouverneur de province intérimaire du Kasaï oriental, a visité ces policiers blessés internés à l'hôpital du gouvernement provincial. Occasion d'échanger personnellement avec chacun pour connaître sa situation avant de lui remettre une enveloppe. J'ai vu les policiers eux-mêmes, ça évolue. Et on va continuer avec eux jusqu'à la fin. Sinon, c'est bon, nous sommes là, nous continuons à faire le travail comme en tant que responsables. Et il y a encore les policiers qui sont à Luabala, Kasala-Kati, en train de protéger la population. Et ici, le médecin est là, j'ai vu ce qu'il faut. Faisant d'une pierre deux coups, l'autorité provinciale a visité tous les compartiments de cet hôpital, guidé par le médecin directeur Patrick Odiakanda. Au terme de cette visite, Madame Jeannette Longa Moussamba a apprécié positivement la prise en charge de ses blessés et promet l'accompagnement de son gouvernement provincial. Le médecin directeur Patrick Odiakanda assure que cet hôpital a reçu plusieurs matériels du gouvernement central qui ne sont pas encore installés à cause des difficultés financières. L'actualité également, les enseignants de la province du Kwilu à la sous-division de Kifulu lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes pour le déblocage de leurs salaires bloqués à la banque Afriland depuis 3 mois passés. Un commentaire de Béatrice Chakou. À Idiofa, dans la province du Kwilu, 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Un rendez-vous manqué pour les enseignants de la sous-division de Kifulu. Pour cause, l'impayement de salaire. Nous ne sommes pas bien préparés. Nous avons fait 3 mois impayés. Pour pallier à cette situation, les professionnels de la CRE sollicitent le changement de leur compte salaire pour une autre banque. Nous plaidons auprès de notre chef, le préfet, s'il a quelque chose, s'il peut nous aider. Nous plairons aussi pour dire au provider s'il peut nous insérer aux banques de Kikwit, à l'éco-banque et non à la banque de la Freeland. Certaines parmi elles ont passé ce jour au champ et en forêt. Question de subvenir aux besoins de leur famille. Quelques-unes se sont par contre retrouvées pour exhiber quelques pas de danse. Pour le géant de la banque Afriland, ce retard de salaire est dû aux abus d'un agent payeur. Pour ce, il a été rappelé à Kinshasa pour un audit. Il promet par ailleurs une suite favorable dans quelques jours. De l'UDPS a bouclé sa tournée de redynamisation dans le Kasaï oriental et l'Omami. Dans la ville de Moneditou, Augustin Kabouya a prêché le respect de l'autorité de l'État et l'unité au sein du parti présidentiel. On en sait plus avec Alain Mikaï. Après avoir reconquis Miabi, Chilenge et d'autres territoires du Kasaï oriental, le secrétaire général de l'IDPS va à la reconquête de la ville de Moneditou où l'effervescence était totale à son arrivée. C'est au siège local du parti qu'Augustin Kabouya s'est entretenu avec la population de cette ville qui était venue nombreuse pour l'écouter. Le respect de l'ordre public et des agents de l'État doit être observé par tous, sans distinction, a-t-il insisté.
Concernant l'état de santé du chef de l'État, le secrétaire général a apaisé l'assistance avec preuve à l'appui. Son échange téléphonique avec le premier citoyen de la République a suffi pour fixer les esprits. Quelqu'un qu'on a opéré à cœur ouvert peut écrire ou parler au téléphone, s'est étonné le numéro 1 du parti présidentiel. C'était aussi l'occasion pour lui de recadrer certains cadres de l'UDPS qui sont dans la logique de déstabiliser les partis. Que tout le monde respecte les statuts. Je le répète devant vous, la base de l'UDPS. Je suis de bonne foi. Tous les pionniers, tous les syndicalistes de l'article 26 de la Convention démocratique, qu'ils respectent cette disposition statutaire. L'installation du comité fédéral était l'un des temps forts de cette manifestation car celle-ci mettait fin au dédoublement de ces comités. C'est dans la ville de Mweneditu que le secrétaire général a bouclé sa tournée au Kasaï oriental et dans la province de Lomami. Et pour terminer, après la conclusion de l'accord entre le gouvernement de la RDC et Ventura de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler, le Palais de la Nation a abrité hier, mercredi, cette cérémonie de restitution des titres que détenait le groupe Gettler. C'était en présence des ministres d'État en charge, respectivement, de la justice et du portefeuille. Kibambo Somissa, Kazokazadi, commentaire. Quelques semaines après la conclusion d'un accord entre le gouvernement de la RDC et Ventura, de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler, le 24 février 2022, l'heure est à la phase exécutoire du dit accord avec en toile de fond la restitution des titres, permis et licences détenus par le groupe Gettler, ainsi que la signature de la documentation définitive relative à l'exécution de l'accord du 24 février dernier. C'est une phase très importante qui a réuni dans la salle du 24 janvier 2019 du Palais de la Nation, les ministres d'État, ministres en charge respectivement de la justice et garde des Sceaux, Madame Rose Mutombo, et du portefeuille, Princesse Adèle Kaïnda, les directeurs de cabinet du chef de l'État, Guilain Niembo, les ministres des hydrocarbures, Didier Boudimbo, les vice-ministres des mines, Motemona, et des responsables de Ventura, de la Gécamine et de la Sokimo. Au total, 4 accords ont été signés entre le gouvernement de la RDC et Ventura, à savoir la documentation définitive relative à l'exécution de l'accord du 24 février, les accords transactionnels sur les blocs pétroliers des Graben-Albertine, sur les royalties KCC Mutanda et Metal Col et sur le projet Moku Beverendi. La ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux circonscrit tout l'intérêt de la cérémonie de séjour. Tout est parti du 24 février passé. On a eu à signer le protocole d'accord avec Ventura. Et aujourd'hui, c'est vraiment une date historique puisqu'il y a eu transfert des titres et permis que détenait Ventura. Et je crois que c'est l'exécution même de notre protocole d'accord qui a commencé. Nous souhaiterons vraiment que ce transfert qui a été fait porte bonheur à la République démocratique du Congo. Tout est bien qui finit bien. Henri Tongavo, représentant de Ventura, s'en réjouit. Nous avons concrétisé ce qui a été commencé le 24 février. Nous avons pratiquement transféré le titre, tout ce que nous avons détenu dans nos sociétés, que ce soit les blocs pétroliers, que ce soit le bloc le permis minier, nous les avons transférés auprès de la République démocratique du Congo par l'entremise de Madame la ministre de Justice. C'est un accord à l'amiable, tout s'est passé dans le calme et nous disons merci à tous ceux qui ont collaboré, qui ont participé afin que nous puissions aboutir à la concrétisation de ce que le président a bien voulu faire. Outre les billets à ordre obtenus, l'accord entre le gouvernement de la RDC et Ventura permettra à l'État congolais de récupérer les actifs miniers et pétroliers litigieux du groupe Gettler, évalués à plus de 2 milliards de dollars américains. Messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention soutenue.